très heureux de vous accueillir pour cette dernière édition des Engage Calls citoyens cette année, avant de faire un break mérité, je crois, pour l'été. On est à la 3e session du défi des valeurs que nous avons consacré à l'économie, à la communication et à la consommation. Et puis ce soir, au sujet fondamental du travail avec un superbe invité, Stéphane Hugon, qui est à la fois cofondateur de l'Institut Eranos et puis sociologue de l'imaginaire. Il nous en dira un peu plus. Bonsoir Stéphane. Alors comme d'habitude, nous aurons une heure de conversation, d'échange, de débat avec notre invité. D'abord, en face à face, j'aurai le privilège et la chance de m'entretenir directement avec vous, Stéphane. Et puis ensuite, on laissera la parole aux invités, aux auditeurs qui pourront vous poser directement les questions qui les titillent. Le format est aussi assez classique pour les Engage Calls. Puis après cette heure de débat, de conversation, eh bien, on se retrouvera en intelligence collective pour finir notre triptyque consacré au défi des valeurs. Vous savez, on a dessiné ensemble la première boussole de l'essentiel, inspirée d'Edgar Morin, inspirée de Bruno Latour. Et puis, cette fois, pour la dernière édition, eh bien, on essaiera de voir comment rendre cet outil encore plus opérationnel, que l'on souhaite l'utiliser en tant que citoyen ou en tant que corporate, en tant qu'organisation. Donc, pour l'instant, vous pouvez poser vos questions sur le chat et puis j'essaierai d'en prendre quelques-unes. Et puis, à partir de 18h30 à peu près, eh bien, vous pourrez lever la main et on vous ouvrira le micro. Donc, bienvenue. Merci Stéphane d'être là ce soir. Avec plaisir. Voilà, fin juillet, alors qu'on a presque envie déjà de voir les vacances, mais je sais que ce sujet vous passionne, donc on est vraiment encore une fois très, très heureux de vous accueillir. J'aurais une première question à vous poser, qui est cette appellation de sociologue de l'imaginaire, qui a ouvert mon imaginaire à moi-même. Ça veut dire quoi? Parce que sociologie imaginaire, objectivement, sincèrement, je ne les aurais pas associés, donc ça veut dire quoi? Oui, c'est mystérieux l'imaginaire, hein, parce que dans notre culture occidentale, on oppose souvent le réel et l'imaginaire. Et pendant très longtemps, on considérait que travailler sur l'imaginaire, c'était prendre une distance par rapport au réel. En fait, il n'en est rien, parce que l'imaginaire, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble d'images, un ensemble de mythes, un ensemble de récits, un ensemble de représentations collectives, qui fait très justement que sur la base d'une perception, d'un événement ou d'un geste, les gens qui font public se ressemblent par le fait qu'ils comprennent la même chose. C'est pour ça qu'on peut en faire une sociologie, c'est-à-dire que quand toute une partie importante de la population réagit ou comprend la même chose devant une proposition qui lui est faite, un produit qui lui est soumis ou un engagement qui lui est demandé, quand tout le monde réagit, perçoit la même chose et réagit à peu près de la même manière, en fait, ça fait de la cohésion et de la cohérence du groupe, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on peut en faire une sociologie. À partir des représentations, y compris quand les représentations sont un peu fantasques, quand elles sont excessives, néanmoins, ce qu'on recherche dans cette pratique, c'est quelque chose de très pragmatique, c'est une efficacité sociale, c'est une manière d'embarquer un public. Et pourquoi pas de différencier aussi les publics en fonction de leur imaginaire, qui va nous permettre de savoir comment les gens réagissent par rapport à telle ou telle idée, ou tel projet, ou tel produit. Voilà. Oui, et puis à l'heure peut-être où on a besoin d'inventer un nouveau récit, c'est vrai que passer par l'imaginaire me paraît fondamentalement pertinent. Oui, tout à fait, parce qu'en plus, on peut dire que pendant très longtemps, on va dire en France en particulier, de l'après-guerre jusqu'aux années 2000, on avait une culture qui était assez homogène, c'est-à-dire que les gens comprenaient à peu près tous à ce qu'on leur disait. Les gens comprenaient à peu près la même chose de ce qu'ils voyaient. Et puis pour plein de raisons, la société est devenue un peu plus hétérogène et les gens se sont intéressés et ont adhéré à des récits qui ont été très différents. Parfois même, ces récits ne se rencontraient plus. Il y a un philosophe qui s'appelle Jean-François Lyotard qui, à la fin des années 70, nous avait déjà rendu attentifs au fait que par rapport à ce qu'il appelle lui des méta-récits, c'est-à-dire des grandes histoires qui embarquent tout le monde, mais en lieu et place, on est allé avoir des petites histoires, en fait, sur lesquelles certains comprennent complètement et adhèrent, et d'autres sont complètement insensibles à ça. Et donc ça crée une certaine fragmentation de la société. Et je crois qu'aujourd'hui, tout ce qu'on a connu avec le rapport à l'institution, le rapport au travail, on va un peu en parler,
Et le digital a accentué l'idée qu'il y a une hétérogénéité des discours et donc une hétérogénéité des manières de travailler, des manières de consommer, des manières de se représenter dans l'institution, etc. D'accord. Alors justement, on vient à la période particulière que nous vivons, Stéphane. Et du coup, comment vous analysez en quelque sorte la crise ou les crises peut-être que nous traversons, notamment depuis 2008, et quel est le regard que vous portez sur la réaction des citoyens pour l'instant, pour parler de notre société? Je pense que vous avez raison, il faut parler de crise au pluriel, en fait, parce que pour l'instant, on est tous, et c'est compréhensible, on est tous un peu sidérés par la partie sanitaire de la crise, c'est-à-dire que pour l'instant, on est un peu focalisé sur la question du virus, de la santé, et je pense qu'on a bien raison. Mais sur le fond, quand on regarde cette crise du Covid, c'est une crise qui vient accélérer des transformations et des choses qui étaient finalement déjà là depuis quelques années. Et si on prend les 10 dernières années, par exemple, on a traversé d'autres crises, dont celle que nous vivons aujourd'hui sera peut-être la cristallisation. Et pour moi, alors en sociologue, bien sûr, moi je vais être plus attentif à la manière dont ces différentes crises dont on peut parler vont transformer un espace social, en fait. Mhm. Une manière d'interagir avec les autres, une manière d'habiter l'espace, une manière de faire famille, de faire entreprise, de faire société. Et en deux mots, si en 2008-2010, il y a eu je commence par la crise financière, la crise des subprimes, qui a fragilisé énormément la question de la confiance, et pas seulement dans les champs du secteur de la banque assurance, mais de tout ce qui était de l'ordre de l'institution. Il y avait déjà une fragilisation qui arrivait depuis le début des années 2000, mais là, il y avait un coup beaucoup plus fort. Et nous, on l'a senti en travaillant notamment dans le secteur bancaire, dans le secteur de l'assurance. On a vu que ça a transformé les points de contact. Après, il y a eu en particulier à Paris, il y a eu comme les attentats de 2015 qui ont surpris beaucoup de gens, puisque on s'attendait, les gens qui ont été les victimes ne pensaient pas eux-mêmes un jour être Voilà. les victimes de ce qui s'est passé. Donc d'un seul coup, il y a une expérience de la vulnérabilité et qui vient stopper quelque chose qui avait pratiquement un siècle là aussi, qui est un espèce d'héroïsme à l'occidental qu'on retrouve dans le travail, qu'on retrouve dans la consommation, etc. Donc d'un seul coup, on se rend compte qu'il y a une fragilité, une vulnérabilité. Ensuite, en fait, on pourrait les faire toutes, mais globalement, on passe par les gilets jaunes. Qu'est-ce que c'est que les gilets jaunes? C'est un moment où les aspirations de la classe moyenne par le travail sont quelque chose qui est stoppé, en fait. Les Gilets jaunes nous disent que sur le fond, sur 2 ou 3 générations, on a fait un gros programme de recherche sur globalement l'éclatement de la classe moyenne européenne avec un focus Gilets jaunes en France. Il y a l'idée qu'il y a eu une saturation, voilà, de ce sacrifice de soi par le travail, en fait. Et d'un seul coup, Parce qu'il n'y avait plus de possibilité de progrès, non? Aussi, il n'y non? a plus de C'est pas possibilité par de là? progrès. Et puis surtout, ils ont eu le sentiment que le modèle dans lequel ils sont engagés était un modèle sur lequel que tout le monde avait déjà désinvesti. Voilà. Et que sur le fond, il y a un problème il y a un rapport aussi territorial. On a vu que finalement, c'est sur entre guillemets, le détail, si je puis dire, du rapport à l'automobile que s'est déclenché la grogne, qui sommeillait depuis longtemps, mais le rapport à la vitesse, le rapport à la circulation, le rapport à la mobilité et le rapport aussi aux zones, disons, périphériques, Périurbaine, enfin écarté. Oui. urbaines, voilà, les zones résidentielles. Tous les gilets jaunes étaient à la fois des gens d'une classe moyenne populaire, mais c'était quand même des gens qui étaient tous au travail, tous intégrés, etc. Donc, ce n'étaient pas des gens qui étaient dans une fragilité plus que ça. C'était des gens qui ont considéré que le modèle qu'on leur proposait n'était plus viable. Donc là aussi, ça a stoppé un rapport de l'engagement, ça a ouvert des nouvelles formes de l'expression, du militantisme. Et sur le fond, ça a été quelque chose qui a amené à une autre crise par après, qui était, on a vu pendant les grèves au moment du conflit sur les retraites, où là, il y a eu un vrai rapport à la mobilité qui a modifié la question du travail, en fait, qui a modifié aussi la question de la consommation. Et in fine, on a ce dernier élément qui est le virus, qui d'un seul coup fait émerger quelque chose qui est de l'ordre d'une sorte d'essentialisme. Il y a un côté introspection, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un seul coup, il y a quelque chose de très mortifère qui arrive, il y a 30 000 décès. 30 000 décès, ça veut dire qu'il y a 300 000 personnes qui, de près ou de loin, sont touchées par la question de la mort.
quelque chose qui est très nouveau dans l'imaginaire occidental et qui va redonner un élément fort sur ce qui est de l'ordre de la proximité. Et ça, c'est important parce qu'on va redécouvrir que la boucle locale est très locale, est une ressource d'intérêt, de service. Il y a toute une économie ménagère, une économie du partage qui revient. Le do it yourself qui a été beaucoup sollicité et qui a parfois de manière caricaturale, mais qui est quand même une manière de consommer différemment et qui revient, qui réanime quelque chose qui avait disparu, mais qui était très présent dans notre imaginaire historique, c'est l'idée de la solidarité rurale, la solidarité de quartier. Et ça vient aussi stopper un moment, une grande dynamique dans lequel on était plutôt dans un moment où on allait individualiser le service, hein, que ce soit le service à la personne, le service social, le service de la consommation. Donc voilà, donc toutes ces crises, qu'est-ce que ça dit? C'est que c'est une crise du lien social et que c'est une reconfiguration de l'expérience relationnelle et notamment dans le travail. Mais ça veut dire que, vous parlez du retour à l'essentiel, et notamment du lien, ça veut dire que la trajectoire de l'individualisme est attaquée en quelque sorte. Alors, très bien, mais dans la tradition à laquelle j'appartiens, dans une certaine sociologie de l'imaginaire, on considère que l'individualisme dont on nous parle souvent de nos sociétés, il est plutôt derrière nous. C'était plutôt quelque chose qui est de l'ordre c'est plutôt que le XXe siècle que se déploie et se sature l'individualisme. On le voit dans le domaine du travail, par exemple, dans lequel on parle beaucoup du partage, de la coproduction. On voit dans la consommation, dans lequel il y a beaucoup justement de modèles économiques sur des modèles de circulation, de partage, de coproduction. De la même manière, jusqu'aux tables de restaurant où il y a les restos maintenant ont des tables d'hôtes où on peut manger à plusieurs. On retrouve cette espèce de brique élémentaire du social qui est très important, qu'on a beaucoup vu dans le domaine du digital et qui fait que, y compris, nous on travaille pas mal avec le luxe par exemple, les grandes maisons de luxe ont compris que leur cliente, ce n'est pas l'individu avec une expérience consommatoire de la flatterie, du narcissisme, mais plutôt c'est le petit groupe d'individus. Alors, en présence ou à distance, et on le sait bien, mais en tout cas, l'idée du regard de l'autre est co-substantielle de la construction de la subjectivité. Alors, ça veut dire que c'est un individualisme communautaire, en fait? C'est un narcissisme de groupe, un individualisme communautaire, ouais, c'est une espèce de forme un peu paradoxale dans laquelle on a toujours besoin d'une considération très forte. Donc là-dessus, il y a une part de reconnaissance. On pourrait dire que c'est de l'ego, sauf que cet ego, il passe par une forme élargie, un narcissisme de groupe, c'est-à-dire qu'on veut toujours que ce soit célébré dans quelque chose qui est vécu collectivement. Pour que les choses soient vraies, il faut qu'elles soient partagées. Quelque chose qui est vécu, qui n'est pas immédiatement partagé, qui n'est pas su, est considéré comme n'ayant pas existé. Donc en fait, il y a une espèce de paradoxe. Et typiquement, je sais pas, le selfie qu'on a présenté comme étant la chose la plus narcissique de ces dernières années, un selfie qui n'est pas partagé, ce n'est pas un selfie, c'est une photo. Oui, absolument. Donc en fait, il faut que ce soit liké, il faut qu'il y ait une effervescence comme ça de participation, de célébration, de rythme de partage, qui est souvent disproportionné, on est bien d'accord. Mais alors, quelles sont, pour résumer, les grandes valeurs nouvelles qui apparaissent ou que vous sentez être en train d'apparaître dans notre société suite ou avec ou pendant cette période de transition liée notamment au Covid ou à la Covid? D'abord, il y a une espèce de deuil qui n'est pas loin d'être une frustration parfois sur l'insouciance. Est-ce que vous appelez la société du futur? Par exemple, ouais. Par exemple, on doute de l'avenir. L'avenir tel qu'il arrive, il est de moins en moins radieux. Et toutes les dynamiques qui avaient été les dynamiques d'après-guerre, d'essayer d'envisager, de préparer, de se projeter dans l'avenir, elles sont sans compter aussi toute une culture judéo-chrétienne qui est fondée sur l'après, hein, sur le temps long, qui jusqu'à condamner parfois l'expérience, le corps, le ici et maintenant. Donc en fait, toute cette logique-là, elle arrive à un point d'orgue. Et moi, j'ai un vieux maître qui s'appelle Maffezoli, avec qui j'avais passé ma thèse il y a 20 ans. Ah oui, d'accord. Il a proposé de parler du passage du drame au tragique. En fait, on était dans un récit dramatique de notre existence, c'est-à-dire qu'on finissait toujours par trouver une solution. C'est passé dans la pop culture de pas mal de films, dans la littérature, etc.
Et aujourd'hui, on est dans le drame, c'est-à-dire on doit supporter, au sens du sustainable, on doit supporter, on doit vivre avec la chose. On doit intégrer quelque chose qui est de l'ordre de ce tragique, qui n'est pas forcément ni une déception ni une tristesse, parce que ça peut être aussi une manière de célébrer les choses, de sacrifier les choses. Ouais, dans un présentisme joyeux presque, c'est Ça ça? peut être très joyeux, exactement, ça peut être extrêmement joyeux, mais par contre, ça veut dire qu'il va falloir euh, peut-être désinvestir les plans sur la comète, désinvestir l'idée du progrès, par exemple, ou des choses comme ça. Ou transformer l'idée du progrès, en tout cas. Peut-être Transformer pas la l'idée du progrès. désinvestir fondamentalement. On préfère, bien évidemment. Et alors, là, on parle des citoyens, ok? Mais les citoyens, qu'est-ce que ça veut dire? Le nous n'existe pas, on prenait le on est un con, etc. Mais donc, comment, finalement, est-ce qu'il y a des différences générationnelles? On parle de la génération X, Y, etc. Est-ce que vous sentez sans évidemment, et c'est ça que j'apprécie énormément en vous, sans tomber dans des clichés, en fait, mais est-ce qu'on peut caractériser tout de même une génération ou des générations par rapport à d'autres? Alors, c'est difficile de parler de génération parce que euh, en sociologue, ou même en démographe, toutes les sciences humaines considèrent les générations comme étant un ensemble de comportements Oui. Qui seraient caractéristiques d'une génération, c'est-à-dire d'une entrée sociodémographique. C'est parce que je suis né à telle période que je suis supposé avoir tel ou tel comportement. Et globalement, ça a été assez vrai dans l'après-guerre. Puis à un moment donné, ça devient beaucoup moins lisible. Parce qu'il y a plusieurs bulles, ce que vous expliquiez tout à l'heure aussi. Oui. Bon. Comme il y a ces différents récits, ça veut dire qu'il ne suffit plus d'avoir une entrée sociodémo, on le voit dans les études par exemple, toutes les études sociodémographiques, l'idée d'avoir ce qui étaient les entrées des études classiques, hein, le sexe, l'âge, les revenus, la CSP, etc. Tous ces trucs-là sont devenus un peu moins efficaces. Ça n'a pas complètement disparu, mais c'est moins efficace pour caractériser des comportements, pour caractériser des choix, pour caractériser des modes relationnels dans lesquels la situation elle-même va jouer beaucoup. Hein, et finalement, pour caractériser, nous on regarde beaucoup les jeunes en Europe et en Asie, et si jamais l'âge ne suffit pas, les revenus ne suffisent pas, le lieu de vie est un indicateur, mais si vous ne connaissez pas non plus les jeux auxquels ils ont joué pendant 15 ans, la musique qu'ils écoutent, leurs aspirations, voilà, tout ce qui fait un imaginaire, hein, tout ce qui fait une culture, vous ne comprendrez pas pourquoi il y a autant de différences entre deux gamins qui ont 16 ans et qui habitent à tel endroit ou à tel endroit. Alors tout de même, vous êtes sociologue, donc tout de même, est-ce qu'on peut quand même réussir et comment à sortir, à caractériser certaines catégories générationnelles, sociales? Comment, quand même, est-ce que la génération des 20 ans ou des 25 ans ressemble ou a les mêmes aspirations ou a les mêmes imaginaires, les mêmes représentations que ceux comme nous qui sont un tout petit peu plus âgés? Alors, si on peut désinvestir ou se méfier, être prudent, disons, avec la notion de génération, il y a d'autres outils qui existent. Hein. D'abord, il y a des cycles qui sont des cycles longs, mais beaucoup plus longs. C'est-à-dire que nous, on travaille sur des cycles de 130, 160 ans. Donc, effectivement, c'est des cycles très longs. Ouais. Une génération, c'est 20 ans aujourd'hui à peu près? Même moins. Certains disent qu'une génération, c'est 8 ans. Certains disent qu'une génération, c'est la dizaine. Certains, etc. Moi, je Faire des enfants très tôt, alors. Une génération. Il y a des générations qui ont été très emblématiques, c'est les générations d'après-guerre. Et globalement, les générations des gens qui sont nés juste après la guerre, à la fin des années 40 et début des années 50, ou les gens qui sont nés après 68, il y a quelque chose qui marque de manière transverse. En fait. Mais après, ça devient plus difficile parce que les gens ne vivent plus les fameuses théories de l'empreinte hein, qu'utilisent certains psys, de dire qu'il y a des événements qu'on vit dans le premier tiers de notre vie vont être quelque chose de référentiel et qui va structurer l'ensemble de nos comportements. Voire avant notre naissance pour certains. Mais néanmoins, il y a des outils qui continuent de bien fonctionner. Vous vous souvenez, il y a 30 ans, on faisait des typologies d'offres, hein, de produits ou de services. Après, on a fait des typologies de clients, hein, de personas, des typologies d'utilisateurs, des typologies de public. Aujourd'hui, on fait des typologies d'expérience. Et notamment, on pratique beaucoup les typologies d'expérience relationnelle. C'est-à-dire, typiquement, il y a des configurations relationnelles, un peu de design relationnel, qui permettent d'identifier une situation particulière dans laquelle
il y a un rôle qui m'échoit en tant que responsabilité ou en tant que sensibilité. Et du coup, quand on a les différents inputs, on peut arriver à anticiper les comportements. On l'a fait beaucoup dans le domaine du travail, dans le domaine du luxe, dans le domaine de la consommation, notamment dans la consommation d'alcool. Alors quand même, allez, j'insiste. Comment on peut caractériser ces générations par cette typologie? Mais qu'est-ce qu'il en ressort de tout ça? Il y a quand même un cycle long, et vous avez raison, il y a quand même une dominante. Il y a une dominante et globalement, il y a un héroïsme qui disparaît. Il y a l'idée que rien ne pourra être fait sans un assemblage collectif. Oui. On le voit dans le domaine de l'éducation, on le voit dans le domaine de l'habitat, on le voit dans le domaine du militantisme, on le voit dans le domaine artistique, on le voit dans le domaine du digital, etc. Donc il y a une brique. Le célèbre co, quoi, le co. Et il y a des indicateurs qui sont importants et qu'on a particulièrement vus au moment du confinement, dans la crise du Covid, ça va peut-être se rediluer, mais en tout cas c'était particulièrement visible. C'est une forme d'essentialisme, en fait. Je dirais presque une forme de primalisme. D'un seul coup, Vous pouvez définir le primalisme? Le primalisme, c'est considérer que sur le fond, on est allé très loin dans quelque chose qui était plaisant, mais qui était superfétatoire. Et on le voit beaucoup dans le domaine de l'habillement, on le voit beaucoup dans le domaine. Il y a certains marchés sur lesquels c'est très fort, en fait. D'un seul coup, on se dit, oui, on est allé trop loin, ça ne me ressemble pas, je ne me reconnais pas dans ce type de production, de consommation et de ce type de cadre de vie. Je reviens, parfois de manière caricaturale, à des formes un peu essentialistes, un peu primalistes. C'est-à-dire, je veux retrouver ce qu'on a perdu. L'essentiel. Oui. Voilà, l'essentiel. L'essentiel, mais ça qui va toucher les relations. Hein, c'est-à-dire la relation de filiation, c'est-à-dire la relation de qui étaient mes aïeux, qui seront mes descendants, la relation de la communauté, de l'enracinement culturel, quel est mon territoire, quel est le lieu où j'habite, quelles sont les relations qui sont, on va dire, plus crues. Notamment, il y a fondamental, c'est pas le bon mot non plus, mais oui, c'est ça. Il y a une dynamique quelque chose d'un peu violent. Il y a une espèce de réensauvagement, une espèce d'animalité. Il y a le retour à quelque chose de très cru. On le voit notamment dans la cuisine, par exemple. Il y a l'idée de un retour à la viande crue, par exemple. Il y a un retour à la viande grillée, par exemple. Il y a un retour il y a un retour au barbecue, par exemple. Et on retrouve quelque chose de très primal au sens de retrouver une forme de ruralité, de rusticité, de quelque chose qui c'est un peu le terrestre dont parle Bruno Latour. Je ne sais pas si vous avez lu. Est-ce que c'est un peu le terrestre dont parle Bruno Latour dans son livre Où atterrir? Oui. Oui, quelque chose d'enraciné, quelque chose qui… En fait, dans les vies urbaines, après 25 ou 30 ans d'une vie très, très urbaine… Oui, où le lien a été cassé, en fait. Oui, il y a des liens d'enracinement, il y a des relations primales que nous avions avec la nature qui ont été brisées. Et cette espèce de fascination qu'on a autour de… Je ne parle pas seulement de la nature en tant que nature végétale ou nature animale, mais également la nature comportementale, la nature humaine. Absolument. L'espèce d'animalité. Les rapports plus crus, plus brutaux. On considère que les rapports urbains sont des rapports qui, sur le fond, ont un peu désinvesti et démonétisé la question de l'amitié, la question de l'appartenance, la question du lien social qui est devenue un peu superfétatoire. On se rappelle peut-être que nous faisons nous-mêmes partie de la nature et de la biodiversité et que ce lien à nous-mêmes est le lien à la nature, en fait. Tout ça, on en est une partie de cette nature. La première des natures, c'est la nature humaine. Donc, cette idée de réensauvagement. Alors, le problème, c'est que ça ouvre des choses qui sont pour le meilleur et pour le pire, hein, parce que là-dedans, il y a la loi du plus fort, il y a une loi de la jungle, il y a le rejet de l'humanisme. Hein. L'humanisme, c'est considérer que nous sommes au-dessus de la nature, qu'il y a un rapport nature-culture qui est différencié et qui était le propre, on va dire, d'un certain humanisme européen. Hein. Il est de revenir dans ce réenracinement. À la fois, c'est retrouver une espèce de quiétude, une lenteur, l'idée de la germination, l'idée du cycle de vie, mais c'est aussi retrouver des rapports naturels qui sont des rapports de prédation. Donc, ça, c'est dans l'écologie au sens large du terme, il y a une partie cool et une partie hard. Est-ce qu'il n'y a pas le risque aussi du retour à soi, je dirais, communautaire, et donc d'une forme d'autarcie, est-ce que l'autarcie ne nous guette pas?
en fait, Bien sûr. si on pousse La un peu première loin. des choses qui exprime la nature, c'est la partie paysagère. Et là où on a 200 ans, nous, particulièrement en France, où on a 200 ans de construction d'une continuité territoriale avec la définition d'un État qui va Mm. gommer, tant que faire se peut, toutes les différences. Hein, et à partir de 1780 et même jusqu'au le début de la modernité au 19e siècle, c'est l'idée d'avoir un seul système métrique, un seul système Ouais. pénal, voilà, plus l'aménagement territorial au sens dur du terme, qui va essayer de lisser le territoire. Aujourd'hui, déjà dans les années 70-80, il y avait déjà des régionalismes qui étaient très forts, qui voulaient préférer la singularité plutôt qu'à l'égalité. Donc en Mm. fait, ces différences-là, ça peut aller très loin et ça peut cliver des gens qui ne se parlent plus, qui ne se supportent plus, qui ne font plus société. Donc en fait, Sauf dans le numérique, mais quand on se rend compte, ça devient plus compliqué, en fait. exactement. Donc en fait, c'est toujours, il y a toujours deux aspects. Hein. Un aspect qui est l'idée de récupérer quelque chose qu'on avait perdu, une nostalgie de Ouais. la nature, Mm. mais en même temps le risque de l'ensauvagement au sens dur du terme. Et alors, comment cela se manifeste dans le monde du travail en particulier? Ouais. Alors, le monde du travail, il était quand même, c'est extrêmement violent ce qui s'est passé finalement. C'est extrêmement violent parce que d'une part, on a la bonne surprise, c'est que quand le confinement et le télétravail a bien marché, ce qui est selon les chiffres à peu près un tiers hein, des publics, hein, en tout cas, Ça a marché pour un tiers du public. ouais, globalement dans le domaine de service, parce que bien sûr, un agriculteur ne peut pas télétravailler ou même un CRS ne peut pas télétravailler. Par contre, quand on est en position de le faire dans le domaine de service, on peut Mm. travailler de chez soi. Et là, il y a un gros tiers de gens chez qui ça a particulièrement bien marché, ce qui est finalement pas mal. Ouais. Enfin, c'est moins de la moitié, mais c'est plutôt pas mal par rapport à ce qu'on attendait. Ça fait 10 ans qu'on parle du télétravail. En 48 heures, il a fallu, Ah de oui, manière pragmatique, mettre des choses en marche. Donc, certains éditeurs dans le domaine de l'IT ont dit on a gagné 5 ans. Donc, effectivement, il y a ils ont une gagné un peu invention. d'argent aussi. Oui. Voilà, il y a une invention, il y a, il y a une grande découverte de la part des gens qui travaillaient de chez eux, c'est que finalement, ils ont été capables de produire de la valeur hors les murs et en dehors de la culture managériale. Mm. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comment fait-on pour revenir dans les vieux meubles au moment où il faut rentrer dans l'entreprise? Il y a énormément, moi je le vois chez les clients, énormément de gens qui ont des difficultés à retrouver la cohésion et la cohérence de l'entreprise dans le retour, puisque les gens ont expérimenté quelque chose et la plupart du temps ça s'est bien passé, et les gens se sont aperçus qu'il y avait des choses qui étaient inutiles. Ouais. Et c'est pour ça que là j'en reviens à la question du travail, c'est-à-dire que les gens ont compris, il y a une introspection sur quelle est la valeur du travail. Et on rejoint la dimension de l'essentialisme fondamental, en fait, hein, dont on parlait tout à l'heure. Et beaucoup de gens se disent, alors pas tous, parce qu'il y a des gens qui l'ont vécu très durement d'abord, il y a énormément de gens, il y a eu un éclatement. Hein. On peut dire qu'une entreprise, quand elle propose un espace de travail, elle assure une espèce d'équité entre les gens qui travaillent. C'est ce qu'il y avait un peu avec l'uniforme. Hein. Quand on portait un uniforme, c'est sur le fond, on laissait de côté son rôle familial, personnel, pour entrer dans le rôle de celui qui travaille. Et sur le fond, là, il y a plein d'inconvénients, mais l'avantage, c'est qu'il y avait une équité les uns et les autres. Là, ce qui a été vécu, il y a des grandes différences entre ceux qui étaient dans des situations très difficiles, des situations familiales, des situations sanitaires extrêmement compliquées, et d'autres qui étaient quasiment en vacances. Du coup, comment faire quand cette équipe-là revient dans les murs? D'abord, qu'est-ce qu'on doit dire? On doit les remercier, on doit les féliciter, on doit les accompagner. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, quel est le récit qui va embarquer ces gens et qui va faire que l'entreprise est à nouveau reconstituée en tant qu'équipe? Sachant qu'il y en a qui auront vécu des drames et d'autres qui ont été sur leur terrasse ou dans leur jardin pendant 2 mois. Donc, du coup, après, ça crée des rancœurs parce qu'il y a les héros, il y a les traîtres. Ah oui, absolument. Mais on l'a senti même dans les familles, en fait. Exactement, exactement. Ouais. Donc, le propre du travail, c'est pas la compétence individuelle en soi, c'est la capacité d'interaction avec l'équipe. Et on l'a découvert plutôt bien avec les outils qu'on utilise là maintenant pour l'instant, sur lesquels finalement on y arrive. Et la difficulté, c'était comment maintenir cette capacité à interagir les uns avec les autres, comment retrouver ces petits moments un peu informels sur lesquels on arrive à se resynchroniser sur les projets, comment créer du désir collectif, comment créer la synchronicité, voilà, comment faire collectif, comment faire l'idée du… Bah, justement, je rebondis là-dessus. Je me mets à la place de directeur de petites boîtes, de grosses boîtes, ou de grands groupes, ou d'organisations, d'ONG, peu importe. Aujourd'hui, comment répondre
à ces aspirations? Quelles sont les aspirations concrètes? On parle beaucoup de sens, on parle de nouvelles responsabilités des entreprises et beaucoup de recherche de sens qui rejoint l'essentiel d'ailleurs chez les collaborateurs. On parle d'une nouvelle façon de s'engager, d'une nouvelle façon peut-être de faire société, faire organisation en privilégiant le lien aussi, le rapport direct à l'autre, cette question du présentisme. Alors, comment y répondre? Qu'est-ce que tout ça veut dire quand on est directeur d'une organisation? D'abord, je pense que la déconstruction et la reconstruction de cet espace social du travail, parce que c'est ça qui s'est passé, euh, elle est variable en fonction des secteurs, elle est variable en fonction des régions, elle est variable en fonction des entreprises et des cultures d'entreprise. Je pense qu'il est important de la part des dirigeants de diagnostiquer ce qui s'est réellement passé et quelles sont ces nouvelles personnes qu'il aura en face de lui. Parce que là, ça permettrait justement d'ajuster, d'abord de différencier des situations et d'ajuster à la fois l'histoire collective qui doit être racontée pour à nouveau embarquer les gens. Identifier également les gisements de valeur, cette espèce d'innovation qui s'est faite par le bricolage. Il y a des gens qui sont maintenant qui ont inventé les process. Il y a des gens qui ont compris que certains process étaient inutiles. Le problème de l'autonomie, c'est que ça bouge aussi les rapports hiérarchiques. Quand la plupart des collaborateurs sont aperçus qu'ils étaient capables de s'organiser eux-mêmes, ça rend caduque certains vieux gestes et vieilles fonctions, même pourquoi pas, et certains, on peut parler d'aménagement au sens du lieu, du bureau, des outils, qui deviennent caduques et qui sont finalement des vieilles traces d'un modèle qui est plutôt un modèle tayloriste industriel. Peut-être qu'on est en train de clore une grande parenthèse et qui va rentrer dans un nouvel espace de travail. Et ça, c'est très important que le dirigeant puisse le diagnostiquer assez tôt pour pouvoir répondre d'abord en fonction de la direction qu'il veut donner et savoir comment les publics vont s'engager ou pas dans cette histoire. Mais c'est difficile parce que ça veut dire qu'il faut quitter un mode managérial ancien, obsolète, classique pour aller vers un leadership probablement plus conscient, plus humain, plus, comme disent les Anglais, un servant leadership. Mais donc, ça veut dire que c'est quelque chose qu'il faut ressentir, intégrer et pas simplement appliquer comme étant une recette miracle. Exactement. Il y a une phase qui consiste, paradoxalement, il y a une phase où il faut se taire et il faut écouter les gens. Parce qu'il faut que la parole recircule sur ce qui s'est passé pour pouvoir identifier quel est un peu le nouveau discours qui sera cette nouvelle conversation qui va permettre aux gens de revenir. Ce qui se passe aussi, c'est, on parlait d'essentialisme, la question de l'utilité du job, l'utilité du métier et l'utilité sociale de l'entreprise va devenir absolument centrale. Chez nous, chez Eranos, on a souvent cette clé de lecture. On considère que même avant le Covid, on disait il y a des entreprises qui sont contributives et des entreprises qui sont extractives. Absolument. Les entreprises qui sont extractives, c'est les entreprises qui prennent de l'énergie, du temps, des matériaux, de l'énergie, etc. Par contre, il y a des entreprises qui sont contributives, c'est-à-dire qu'elles animent un territoire. Alors, au premier chef, les entreprises qui le déclarent véritablement, c'est-à-dire les entreprises coopératives, mutualistes, etc., qui de fait alimentent un territoire. Mais il y a également d'autres entreprises qui sont là pour faire circuler des choses, circuler des personnes, accompagner des personnes, valoriser un écosystème de fournisseurs, établir des relations entre leurs clients, etc. La question de l'animation d'un territoire, elle devient centrale. C'est ce qu'ont découvert beaucoup les collaborateurs qui ont eux-mêmes, par leur travail, redécouvert la dimension, on va dire, réticulaire, c'est-à-dire le sens du réseau qui est autour d'eux, et notamment sur cette boucle de proximité qu'ils ont expérimenté de manière intime pendant 2 mois. Donc, quelle est l'utilité territoriale d'une entreprise? Ça, je pense que c'est un élément que beaucoup de collaborateurs vont avoir à demander à leur entreprise. C'est territoire dans le sens aussi écosystème, je suppose. Oui, écosystème, pas seulement au sens géographique du terme, mais parfois, nous, on a pas mal d'activités en Asie, donc on voit que le territoire, ce n'est pas seulement une géographie, mais c'est un lien, un espèce de deal qu'on passe avec des gens. Et il faut que ce soit du don et du contre-don, comme disent les anthropologues. Alors, il est l'heure de passer à la partie encore plus interactive, parce que pourtant j'étais le seul à poser des questions. Donc, si vous avez des questions, et je pense que ça ne manquera pas à poser à Stéphane Hugon, je vous propose de cliquer sur le bouton du centre, de lever la main, et puis Laura
ou Laetitia, je ne sais plus, vous passera la parole. Il y a une question qui est apparue tout de suite qui était, vous avez dit à un moment, il y a des choses qui ne fonctionnent plus quand on est manager, en fait, en quelque sorte. C'est quoi? Qu'est-ce qui ne fonctionne plus? Alors, ça a été dit beaucoup. Je ne sais pas si je vais inventer, si je vais apporter beaucoup de nouveautés en le disant, mais je pense qu'il y a une culture managériale qui est un peu cuite, en fait. C'est-à-dire que c'est difficile aujourd'hui de ne pas inscrire une équipe, une personne, dans une histoire avec des chapitres qui soient assez courts, si je puis dire, dans une histoire globale. Le pourquoi dit beaucoup. Ça, pour le coup, certains disaient que c'était une génération qui disait toujours pourquoi. En fait, l'idéal du travail bien fait, c'est beaucoup transformé en l'espace d'une génération. J'ai redit génération. Donc, il y a l'idéal de l'accomplissement de soi par le travail est quelque chose qui s'est vraiment transformé. Mais il y a une question qu'on utilise beaucoup, c'est quand est-ce que vous savez que vous avez bien travaillé? Et pour beaucoup de gens, ils disent quand est-ce que vous savez que vous avez ce sentiment intime d'avoir bien travaillé, d'avoir accompli le travail tel que vous le représentez vous-même. Et pas mal de gens de ma génération, mais j'ai plus de 50 ans, pas mal de gens de ma génération Ça ne se voit pas, Stéphane. Disent, merci. Pas mal de gens disent, en fait, c'est parce que c'est quand j'ai mouillé ma chemise, quand je me suis sacrifié moi-même, quand j'ai fait un effort sur moi-même. Et du coup, là, il y a un espèce d'héroïsme du travail. Et ça, c'est le rapport à l'effort qui a bougé, en fait. C'est ça? Le rapport à l'effort. L'investissement de soi, il n'est plus le même aujourd'hui. Et des gens, si vous posez la même question à des jeunes générations, vous direz, c'est quand j'ai changé la règle du jeu, ou quand je me suis amusé, ou quand j'ai élargi, ou quand j'ai transformé le brief, ou quand j'ai rendu quelque chose qui m'a permis d'avoir plein d'interactions avec plein de gens, ou quand etc. Et donc, en fait, ça, ça peut être surprenant. C'est pour ça que ça fait partie des choses qui disparaissent. C'est les formes de reporting, les formes d'engagement et l'encadrement et la valorisation du travail. Ça, je pense que ça… Alors, ce que je dis, c'est de manière très globale, un peu courte. Oui, dans chaque entreprise, chaque secteur peut avoir des nouveaux indicateurs de ce qu'est le travail bien fait. Et on a toujours des présupposés en tant que manager sur le sujet et on sous-estime la variété, je dirais presque interculturelle, des indicateurs du travail bien fait. D'accord. Je répète, n'hésitez pas à lever la main pour poser des questions. Ils sont timides ce soir. Je pense que vous les intimidez, Stéphane, par votre savoir et votre pertinence. Alors, du coup, on a parlé, je regarde s'il y a des questions qui arrivent, elles vont arriver. Il y a cette dimension, enfin cette transformation par le Covid. Comment vous vous représenteriez le futur du travail? On va prendre des risques, mais on va parier, quoi. Dans 10 ans, ça va être quoi les grandes transformations? Vers quoi on va aller? On va tous être à l'autre bout du monde. On va privilégier le lien, mais finalement, le contenu sera moins intéressant. Ça va être une société tellement d'information et de communication que ce sera tout ce qui primera. Enfin, je vous dis, question. Moi, je pense beaucoup d'abord, on a fait l'expérience pendant 2 mois de ce travail à distance. Il y a une vraie soif. Je ne crois pas à la dématérialisation du travail. Je pense qu'au contraire, le travail est avant tout une théâtralité, un ensemble de rites. Je crois que le lieu cristallise. Le lieu de travail, c'est véritablement la cristallisation de la marque employeur, de la culture commune. En fait. Et je pense qu'on a eu beaucoup une approche du travail qui est une approche, je dirais, presque un peu ergonomique. Alors qu'est-ce que vous entendez par là? L'ergonomie, c'est l'organisation du travail au sens de la facilitation fonctionnaliste et utilitariste du travail. Et de plus en plus, la dimension symbolique de l'espace de travail est en train de revenir, en fait. Je crois par exemple qu'il y a des rites. Il est possible qu'il y ait beaucoup d'entreprises qui conservent une partie de télétravail. Et je crois que, comme on dit en sciences humaines, le lien social, c'est une constante anthropologique. Plus vous le dématérialisez d'un côté, plus il faut le surjouer, le surmatérialiser de l'autre. Donc, Donc, la valeur symbolique du lien ou symboliste du lien, c'est ça? Exactement. C'est-à-dire que nous, on est dans une société qui a plutôt évacué les rites d'échange, etc. On s'aperçoit que c'est très important de surjouer un peu des questions toutes simples.
comme l'hospitalité, l'ouverture d'une réunion, les remerciements, la notification des décisions, la temporalité, le découpage temporel des projets, le fait de situer chaque action au regard d'une histoire collective. Concret de travail, en fait, d'une certaine façon. Toute la partie un peu méta est extrêmement importante et ça permet de dépasser tout ce qui est, entre guillemets, seulement rationnel, seulement fonctionnaliste dans le travail. Il ne faut pas oublier que l'héroïsme du travail est en train de se réduire et qu'en lieu et place, on a plutôt une éthique d'artisan avec l'idée du groupe, l'idée de l'atelier, l'idée du collectif, l'idée de considérer que le travail, la valeur du travail, elle se construit dans le regard de l'autre. Donc, si on ne matérialise pas cette question du don et du contre-don, en fait, on n'y arrive pas. C'est pour ça que dans tous les aménagements de travail ou dans la culture managériale, on a eu un peu tendance à personnaliser, individualiser la chose. Je pense que ce n'est qu'une partie du problème ou une partie de la réponse. Je pense qu'il est très important de pouvoir jouer la considération, c'est-à-dire la trace, l'impact, l'écoute et la résonance de chaque action au regard du collectif, avec un feedback qui doit être avec des boucles de rétroaction très rapides. Voilà. D'ailleurs, quand vous dites à un moment toute cette histoire de rituel, d'habillage, mais qui peut être sincère et pas du tout factice, enfin je le souhaite en tout cas, est-ce que c'est pas finalement que la société je sais pas comment le dire, se désoccidentalise d'une certaine façon ou s'orientalise? Tout à fait, ouais. Tout à fait. Nous, vous savez, on a un bureau à Séoul, donc on est très attentif à ce qui se passe en Asie en particulier, mais à Séoul. À Séoul, il y a 10 manières, au moins 10 manières de rendre la monnaie. Donc, en fonction de quoi de la considération que vous avez pour l'autre, de la place que vous avez dans une sorte de hiérarchie spontanée qui se crée, etc. Donc, en fait, tout est codé de telle manière à rappeler, célébrer et conforter l'espace social et le collectif. Alors, nous, c'est vrai qu'on a quand même un vieux fond qui est très individualiste et fonctionnaliste. C'est-à-dire que si le truc marche, ça va. En Asie, les gens qui s'y intéressent savent que l'ensemble des communications, des projets, que ce soit une communication publique, soit une communication interindividuelle, personnelle, ou dans une entreprise, il y a toujours 3 temps. Il y a la salutation, formulation, remerciement. Et c'est juste que si vous oubliez une étape, c'est juste que ça ne marche pas. C'est un peu comme si vous oubliez les remerciements, c'est comme quand on oublie de fermer une parenthèse, un truc comme ça. On reste en suspens, mais on ne passe pas à l'acte en fait. On dit que c'est pas fini, il a un truc à dire encore, etc. Donc, en fait, on a sous-estimé toute cette ritualité dans le travail. Parce qu'on considère que ça y est, on est fasciné par le contenu. Il faut que ça avance, il faut que ça bosse, il faut que ça rationne, etc. Il n'est pas question de… Fasciné par l'objet en fait. Exactement. Vérifier, il ne faut pas dire que la culture européenne du travail n'est pas bonne. La question n'est pas là. Et la question, elle est qu'elle peut se teinter. C'est une manière un peu subtile. Elle peut se teinter. On peut trouver des solutions dans une méthode dont on dirait qu'elle est plus orientale, plus extrême orientale même, sur lequel l'idée que chaque décision a pour objet de conforter le groupe. Et je me souviens, il y avait un auteur important en socio qui s'appelle Serge Moscovici, et qui a parlé de ça, qui disait que il y a des décisions qui ne sont pas des décisions qui ont un intérêt sur le fond, mais c'est des décisions ou des arbitrages qui ont pour intérêt de préserver la relation et la cohésion de l'ensemble. Voilà. C'est pour ça que je vois plein de questions qui arrivent, Stéphane, donc on va les prendre à la volée. Situer chaque action par rapport à une histoire collective, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ça veut dire que chaque collaborateur doit être capable de situer son geste par rapport à un projet plus global, et ce, pas seulement de manière fonctionnelle. C'est un peu bizarre de dire ça, mais il faut raconter une histoire qui soit suffisamment convaincante dans laquelle chaque personne du groupe, de l'entreprise, puisse identifier son rôle et sa place. Un peu comme une histoire. C'est pour ça que quand on a parlé il y a 15 ans du storytelling… C'est intéressant parce que là, on passe au rôle par rapport à la fonction, presque, non? Exactement. Un rôle au sens… On revient à l'holacratie, c'est ça, d'accord. On me donne une place et toutes les places sont légitimes, en fait. Voilà. Donc, sur le fond, si chaque personne est capable d'identifier la valeur de ce qu'il apporte au regard de quelque chose qui est toujours plus grand, toujours plus vaste, souvent incompréhensible, on a encore des traces du taylorisme dans nos organisations, de découper,
et non seulement de découper, d'être spécialiste de la chose, mais surtout de perdre le lien de sens qui est avec l'ensemble du process. Avec l'ensemble. Ouais. Et je crois que c'est cette perte de vue qui fait que les gens ils font le job, parce que je crois qu'une très grande, immense majorité, presque totalité des gens sont très honnêtes dans leur job, ils font ce qu'on leur demande. Et pourtant, il y aurait tellement plus de valeur et d'engagement à trouver par le fait de trouver une histoire qui est construite collectivement, qui est assumée, qui est verbalisée, parce qu'il y a énormément de choses qui ne sont pas dites, qui est verbalisée et qui permettent à chaque personne de se situer dans un cadre global. C'est un peu la réflexion qu'on mène quand on travaille sur la raison d'être, sur l'entreprise à mission. Quand même, ça rentre dans cette dimension-là, dans cette trajectoire-là. Complètement. Sur les entreprises à mission, le hasard fait qu'on a, nous, beaucoup travaillé sur ces sujets l'année dernière. Et on s'est rendu compte à quel point des entreprises voulaient absolument essayer d'identifier quelle était leur raison d'être. Ils s'engageaient sur les 3 étapes de la loi Nota. Ils disaient, on a une prise de conscience, mais maintenant on veut formuler quelque chose. Et en fait, ils s'apercevaient tout simplement qu'il y avait un truc un peu compensatoire qu'ils avaient réussi à travailler, qu'avec des XL partiels qui ne montrent pas le truc global, et qu'il y avait un déficit d'une fiction, mais pas une fiction pour cacher ou pour raconter des histoires au sens de ce qui serait faux, mais pour donner de la trame, pour donner du rôle et pour donner une narration collective. Voilà. C'est difficile, hein, ça nécessite une introspection de l'entreprise. Souvent, on commence par le fait d'écouter en fait, les collaborateurs, de réveiller aussi le mythe fondateur de l'entreprise, par exemple. Qu'est-ce que le mythe fondateur de l'entreprise? Pourquoi l'entreprise est là? Qu'est-ce qui était à l'origine de l'existence de l'entreprise? Parfois, c'est un créateur, parfois, c'est un marché, parfois, c'est une fusion, etc. Parfois, c'est tout simplement une technologie qui rend disponible un élément. Mais sur le fond, on a oublié que plus encore aujourd'hui qu'il y a une vingtaine d'années, les gens ont besoin de se situer dans une narration globale. Pourquoi? Parce que les autres, et ça je reviens à mon propos du début de notre discussion, c'est-à-dire au début, on avait des grandes histoires qui nous portaient, mais ces histoires sont plus crédibles. Il y a un déficit narratologique aujourd'hui. Narratologique, je ne connaissais pas, c'est joli. Un déficit d'histoire, quoi. Un récit collectif qui fait que les gens trouvent leur place dans une histoire globale. Si je caricature, quand l'histoire collective ne nous donne pas de place, le monde est absurde. Et on est capable de faire n'importe quoi à partir du moment où on a une reconnaissance collective dans un groupe. Les gens sont capables de rentrer dans des actions violentes parce qu'ils étaient désœuvrés, désabusés, et que d'un seul coup, on leur donne une place, on leur donne un rôle, on leur donne une mission, on leur donne une quête. Voilà. Qu'ils vont trouver dans la société s'ils ne la trouvent pas dans l'entreprise, en fait. D'accord. Donc, c'est l'ambition d'ailleurs de la réinvention, enfin du propos de Pascal Demurger de la Maïf quand il parle d'entreprise politique, en fait. C'est d'essayer de relier ces deux notions. J'ai une question intéressante, elles sont toutes intéressantes, mais de Vanessa, qui dit: au regard de cette évolution des notions du travail, la montée en puissance de la notion de collectif, d'équipe de sens, dont vous avez parlé, comment se positionne le bénévolat au-delà du salaire qui rémunère le travail? Donc, plus largement, peut-être aussi, cette question de la rémunération opposée, dans laquelle vient s'immiscer la question de la valorisation plus large, en fait. Ça vous évoque quoi? Alors d'abord, sur une période relativement longue, on n'a jamais vu autant d'énergie sociale disponible qui peut s'engager dans des causes. Des causes qui sont assez saucissonnées d'ailleurs. Hein. On s'intéresse à une cause en toute particulier. Très tranché, c'est encore très découpé, mais globalement, on a énormément il y a une énergie disponible en fait. Moi, je me souviens, il y a quelques années, on m'avait invité quelquefois à faire des interventions sur l'association des anciens d'HEC en fait. Et c'était étonnant de voir d'année en année, ils nous avaient montré d'année en année ce que faisaient les gens qui sortaient d'HEC. Et c'était très intéressant de voir les métiers qu'ils allaient chercher, ou le bancaire qui était là à un moment donné, la finance. Au début, oui. Il y a 20 ans, c'était la mode. Après, il y a eu le conseil. Et après, il y a eu les ONG. Et les ONG ont pris une place importante. Et donc, en fait, l'argent, il est important, mais quand il est absurde, il est répulsif. Voilà. Que l'argent, c'est toujours un rapport. Les ONG, ça restait 5% quand même des diplômés d'HEC. Donc, pas mal déjà. C'est mieux que rien, vous avez raison. C'est mieux que rien.
Non, mais moi, je pense qu'il y a il y a un bénévolat. L'idée du bénévolat est intéressante parce qu'il y a dans le bénévolat, dans l'associatif, vous savez qu'en France, on est un pays fort pour C'est le premier l'associatif. quoi, en Europe en termes de membres d'associations, je pense. Et on a aussi un milieu coopératif et mutualiste qui est extrêmement développé et extrêmement puissant. Et on a vu la renaissance, par exemple, de la Maïf, de la Canif, sur la question du sens, en fait. Mm. Donc, en fait, il y a quelque chose qui se passe en Europe autour de ça. Pas qu'en Europe, hein, il y a une partie, là, les États-Unis aussi ont leur modèle. Hein, c'est eux qui ont beaucoup poussé tous ces labels de B Corp, etc. Pendant qu'on faisait la loi Pacte, eux, ils avaient aussi d'autres modèles qui sont différents mais intéressants. Ça veut dire que sur le fond, l'idée d'une rémunération en argent n'est plus suffisante pour apaiser le besoin de sens de cette action qui doit circuler. Je crois qu'on est dans un moment où si on se met sur un très long cycle, hein, 160 ans, la question du religieux qui vient se laïciser dans le politique, qui vient se fonctionnaliser dans l'économique, vient comme quatrième étape se réincarner dans du coopératif, du bénévolat, de l'artistique. Ce qui veut dire que finalement, je vais pousser volontairement, ne soyez pas choqués, ce qui était un peu ringard comme modèle dans les années 80-2000, les mutualistes, les mutuelles, etc., devient finalement une possible norme et un possible symbole de modernité aujourd'hui. Complètement. La crise de 2000-2010 a fait beaucoup de bien aux banques mutualistes. C'est Lehman Brothers qui est tombé, c'est pas le Crédit Agricole, si je caricature. C'est pas seulement un supplément d'âme, c'est une question d'efficacité d'organisation. Quand la valeur n'est pas dans le capital, mais à la surface, entre guillemets. Je crois on m'appelle sur la 2. Vous êtes demandé. Je vais interrompre. Quand on a eu cette crise qui a quand même légitimé largement les modèles coopératifs et mutualistes, et sur le fond, ça a relancé, et il y a plein de banques dans le domaine de mutualistes qui ont relancé ce modèle. Et il y a même pas mal de tout le monde, le milieu du digital a pas mal de startups que j'ai vues à ce moment-là qui ont eu cette espèce d'arrogance de vouloir on peut parler d'arrogance, je suis d'accord avec vous, on peut y aller. Oui. Qui ont repris les codes de ce qui existait déjà depuis 120 ans dans les milieux coopératifs et mutualistes, pas seulement agricoles, mais aussi dans l'assurance, dans le bancaire, etc., pour en faire un nouveau modèle qui était un modèle dans lequel il y avait un partage de risques, partage territorial, culture managériale d'équipe, etc., etc. Mais il ne faisait que verbaliser ce qui existe dans notre imaginaire, dans notre tradition depuis très longtemps. Et voilà. Deuxième indice, par exemple, la Maïf a été, je crois, la première entreprise, ou parmi les premières entreprises à devenir une société à mission. On aurait pu se dire jusqu'au mois de juillet, oui, mais ils sont un peu hors marché, ils ne sont pas cotés, donc finalement, ils ne sont pas dans la vraie vie, etc. On sait maintenant que Danone a fait la même chose. Danone vient de déposer une entreprise à mission. La première du CAC 40 qui devient une entreprise à mission. Donc, ça veut dire que toutes ces logiques-là, qui ne sont pas purement capitalistiques, mais qui sont aussi capitalistiques, viennent dans la question du lien, de l'engagement, de l'utilité sociale, pour en faire des catégories qui sont rentables, efficaces et qui ne s'opposent pas au système capitaliste classique. Ah oui, absolument. Absolument. Je vois l'heure tourner et j'ai deux questions que je voudrais vous poser encore. La première, c'est, puisque vous êtes un sociologue de l'imaginaire, je vous fais rêver. Comment vous définiriez vos futurs, voire vos présents désirables? En fait, comment vous souhaiteriez que la société se réorganise pour qu'on vive mieux? Quels sont les éléments fondateurs de tout ça? Rapidement, intuitivement, en quelque sorte. Il y a un truc qui me semble central, c'est retrouver des formes, transformer et remettre à jour les systèmes de l'éducation et de la transmission de la culture et de la mémoire collective. Le hasard fait que j'ai beaucoup enseigné dans des systèmes français. J'ai eu la chance pendant 8 ans d'enseigner à la USP à São Paulo au Brésil. J'ai vu un système totalement différent et je remarque que depuis, on va dire, une dizaine d'années,
tout ce qui me paraît absolument remarquable dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement supérieur, c'est que des choses qui sont en dehors des clous habituels. Absolument. Et Donc, en dehors du système, malheureusement même. Oui. Donc, il faut reprendre le sujet de l'éducation parce que c'est la base de notre économie, c'est la base de notre vie en société. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, d'abord l'éducation. On repart par l'éducation. Repartir des vrais sujets, si je puis dire. Bon, et on vous a demandé évidemment de nous, parce qu'on sait la tradition, de nous choisir une œuvre. C'est bien tombé, je vous dirai pourquoi après. Mais Laura, est-ce que tu aurais la grande gentillesse, et moi, on va se taire, de regarder tout ça. Merci. Merci beaucoup, Laura. Alors, certains l'auront peut-être reconnu. Stéphane, c'est quoi et pourquoi ce choix? Le Sacre du Printemps, mise en danse par Pina Bausch. C'est une pièce qui date de la deuxième partie des années 70, je crois. C'est extraordinaire. Là, le passage qui a été choisi, c'est le moment très justement de la rencontre, de la fécondation, si je puis dire. Oui, très sexuel. Voilà, c'est très sexuel. La pièce est incroyable. Ça peut être très long, hein, ça dure 50 minutes. C'est d'une tension extrême. Et, moi, j'aime beaucoup parce que là-dedans, il y a des grands archétypes qui sont ceux de notre société. C'est-à-dire qu'il y a l'oubli de soi dans un corps élargi collectif. Il y a l'idée de la germination. Il y a quelque chose de très beau quand on voit la pièce, c'est que pendant 10 minutes avant le début du spectacle, les rideaux sont ouverts et ça a été vu dans plusieurs salles où on amène de la terre, c'est de la tourbe. Et donc, la scène est couverte de 20 cm de tourbe. Et les danseurs finissent par, c'est l'idée de la germination, hein, leur corps, au bout d'un moment, se colle à la tourbe. Et si on est suffisamment près, il y a des moments de silence où on entend les respirations et la palpitation. C'est un truc incroyable. Ouais. Il y a un rapport de vie, il y a un vitalisme qui est absolument saisissant. On est en plein dans l'essentiel. C'est bien choisi. C'est mon œuvre chorégraphique préférée. Donc, ça, quand vous m'avez parlé, je me suis dit, on est relié à ça. Et d'ailleurs, c'est aussi une œuvre majeure de Stravinsky parce que quand Stravinsky crée sa pièce en 1913, pour beaucoup, ça symbolise l'entrée dans le XXe siècle, dans la modernité, qui fait un scandale incroyable. Et cette capacité à montrer la violence de l'essentiel, la notion de la sexualité de la société, etc., était évidemment pour l'époque extrêmement choquante. Alors, je ne sais pas du coup quelle serait la pièce qui symboliserait aujourd'hui ou dans les années qui viennent l'entrée dans le XXIe siècle. C'est rien, il faudrait se poser la question, parce que ça a été un moment majeur en France, et que ce sera en France, peut-être pas d'ailleurs, parce que ça c'est vraiment Il y a un collectif de danse brésilien qui s'appelle Grupo Corpo, qui est absolument magnifique. Grupo Corpo. Ouais, et qui
qui fait des choses qui sont aussi tout à fait saisissantes, en fait. Je pense qu'il y a des propositions. Le Brésil est un pays vraiment extrêmement intéressant. Et sur ces questions, très justement, de corporalité, de corps collectif, d'élargissement, de corps mystique, etc., ils ont une sensibilité qui est vraiment, qui est vraiment extrême. Ils ont un rapport à la mystique, à la spiritualité qui est un tout petit peu plus développé que le nôtre. Donc, on Et pourrait s'en inspirer un peu. Ne les détruisons pas, exactement. parce que la culture au Brésil est dans un état tellement dramatique qu'évidemment, on a une petite pensée pour eux. Stéphane, merci infiniment. C'était passionnant. C'était pour nous, comment dire, joyeux, intelligent de finir cette saison des Engage Call citoyens avec vous. Donc, merci infiniment. Deux petites informations, c'est que, on se retrouvera évidemment à la rentrée de septembre pour des nouveaux Engage Call citoyens avec quelques surprises qu'on vous annoncera à la fin du mois d'août avec la programmation qui va voir le jour. Deuxièmement, on commence aussi les Engage Call corporate, donc c'est le modèle des Engage Call citoyens, mais pour les managers et les dirigeants d'entreprise. Donc peut-être que si tu avais la gentillesse, Laura, de partager le lien des Engage Call Corporate, engagecallcorporate.com, me semble-t-il, où on va travailler en fait toutes ces questions en les consacrant beaucoup plus fondamentalement sur la question de l'entreprise et de sa réinvention. Et puis nous, on se retrouve dans 1 minute pour faire le temps d'intelligence collective sur notre boussole de l'essentiel et sur l'outil. Et puis, on se retrouve tous à la rentrée, je l'espère. Et encore une fois, Stéphane, merci infiniment. C'était très passionnant. Puis ce partage artistique, ça, c'était beau. Voilà. Donc, merci infiniment. À très vite. Et on se retrouve tous à la rentrée. Au revoir. Bientôt.